Alors, bienvenue à l'épisode numéro 5 de Elle en a fait du chemin podcast. Donc, j'ai avec moi une invitée de marque, une députée, plus précisément la députée de Bourassa-Sauvé, et j'ai nommé Madoua Nika Cadet. Bonjour Jessie. Salut. Merci beaucoup pour l'invitation à ce balado. C'est un immense plaisir pour moi. Vraiment, je suis vraiment, je pourrais dire, honorée de t'avoir sur notre plateau. Puis merci d'avoir gracieusement reçu l'invitation et de l'avoir acceptée. Mais évidemment, c'est un plaisir. J'ai déjà hâte au moment qu'on va passer ensemble. Yes. Alors moi, avant de rentrer dans la politique, j'aimerais rentrer un peu dans ton monde, si je me permets de te tutoyer. Bien sûr, bien sûr. Super. Donc, dans ton monde, pourquoi la politique? Moi, j'ai toujours été impliquée. Depuis l'école, l'intérieur de mon parcours, moi, j'ai toujours pensé que la politique, c'était le meilleur vecteur de changement social. À l'école, j'étais impliquée à la PASTO, dans toutes les initiatives humanitaires possibles. J'étais animatrice de camp pastoral aussi. J'étais sur le conseil étudiant. Donc, ça faisait un petit peu partie de ma nature de m'impliquer, mais je trouvais toujours que la politique, c'était très loin de moi. Je connaissais personne qui était dans ce milieu-là, dans cet environnement-là. Mon implication, je la gardais à mon échelle, à ce sur quoi je pensais que j'avais une certaine influence, puis ce que j'aimais faire. Et puis, en 2008, à ce moment-là, donc l'ancienne députée de Bourassa-Sauvé, Mme Lynne Beauchamp, elle cherchait des jeunes à l'occasion du Congrès Jeunes 2008 pour montrer, en fait, ce qu'on était capable de faire chez nous. Chez nous, donc, à Montréal-Nord. Donc, moi, dans ce moment-là, j'étais de Rivière-des-Prairies, mais j'avais toujours été impliquée un peu, donc, dans la communauté, dans le Nord-Est. Et puis, son attachée politique, donc, elle cherchait des jeunes. Et puis, moi, j'ai embarqué dans l'aventure à ce moment-là. Avec deux de mes cousines, on a pris part à notre premier Congrès Jeunes. Les deux, donc, ont quitté. Moi, je suis tombée dedans comme Obélix, comme on dit. Puis, je suis jamais partie. Donc, à partir de là, je suis devenue représentante. J'ai été sur l'Association libérale de Bourassa-Sauvé avec Mme Beauchamp à l'époque. Je suis devenue représentante de Montréal-Nord à la commission jeunesse du parti. Puis ensuite, vice-présidente de la commission jeunesse, puis présidente de l'ensemble des jeunes libéraux du Québec. Donc, c'est un parcours qui est arrivé un petit peu par hasard, donc la politique provinciale, mais en voyant l'impact qu'on pouvait avoir, le lien de proximité aussi qu'on pouvait développer avec les élus, le changement, les types de changements qu'on pouvait faire à la commission jeunesse. On arrivait là, on avait l'occasion de pouvoir débattre de différentes résolutions. N'importe quel jeune pouvait aller au micro, puis être en mesure de faire adopter une résolution. Puis à l'époque, c'était à peu près 1000 jeunes qui pouvaient avoir. Ce congrès-là, c'était à Sherbrooke, donc c'était... il y avait énormément de jeunes de l'ensemble du Québec qui étaient sur place pour pouvoir débattre de ces résolutions-là. C'était l'événement politique de l'été. Je trouvais ça absolument impressionnant. Puis je voulais mettre ma pierre à l'édifice. Je voulais participer à quelque chose de plus grand que moi. Puis pour moi, c'est encore ça, la politique. C'est encore être en mesure d'avoir un impact concret sur les citoyens, sur ses concitoyens, être en mesure de pouvoir faire avancer notre perception de la réalité, puis de nous assurer qu'on vive dans un Québec plus inclusif. Je trouve ça super intéressant. Mais ce que j'admire de toi depuis le début, puis c'est ce qu'on a pu voir aussi, puis que le public a pu apprécier, c'est ton côté très articulé et très confiant. Est-ce que tu as toujours été une jeune confiante? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est la première fois qu'on me la pose. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai toujours été... en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais... Je veux dire plus renfermée, mais disons beaucoup plus dans mon monde. Donc, j'aimais beaucoup lire, donc j'étais beaucoup dans l'imaginaire, j'aimais beaucoup écrire. J'étais dans ce monde-là très créatif, mais un peu plus dans mon univers à moi, là, donc pas nécessairement dans une posture où j'exprimais mes émotions, où j'exprimais mes opinions. Puis, j'ai mentionné ces différents éléments-là dans mon parcours, puis je pense que c'est vraiment ce qui m'a aidé à prendre confiance. D'une part, j'ai parlé des camps pastorales que j'animais, puis ce désir-là de vouloir m'impliquer à travers ces camps, bien, ça me permettait de pouvoir échanger avec mes amis, avec d'autres jeunes de mon âge sur des sujets qui nous concernaient, là, qui étaient tout à fait adaptés à nos réalités. Donc, en prenant part à ces camps, puis en me disant « Ah, moi, je trouve ça intéressant », mais on nous amenait
aussi à prendre des différents rôles de leadership. Donc, c'est un peu comme ça que c'est né. Puis, de la même manière que j'ai grandi, je suis quelqu'un de très fidèle, hein, donc de la même manière que j'ai grandi à l'intérieur de la commission jeunesse du parti, mais préalablement à cet engagement-là, mais à travers les camps, c'est comme ça aussi que c'est né. Donc, j'ai grandi dans cet univers-là. Donc, on salue les camps d'entre-jeunes de Sœur Gilberte, auxquels j'ai participé entre 2001 et 2007, environ, 2007-2008. Mais blague à part, je pense qu'il y a cet univers-là aussi qui m'a forgé. Puis par la suite, lors des congrès jeunes, mais cette occasion-là de pouvoir m'exprimer, me dire, wow, j'ai vraiment cette occasion-là d'avoir un impact. Puis si je ne saisis pas cette chance, ça n'arrivera jamais. Et à travers les instances du Parti libéral du Québec, c'est comme ça aussi que je me suis développée, que j'ai pris confiance, puis que j'ai appris à exprimer mes positions. Par exemple, mon congrès jeune, quand j'étais présidente, donc il portait sur la mobilité sociale, sur l'équité des chances, qui est encore un sujet qui m'interpelle aujourd'hui. Puis, je trouvais extraordinaire à l'époque, j'ai toujours tendance à m'émerveiller, je trouvais extraordinaire à l'époque qu'on pouvait... peu importe qui on était, peu importe qu'on ait des contacts, qu'on n'en ait pas, qu'on soit issu du milieu politique, qu'on n'en soit pas issu, si on avait une idée, on était capable d'une idée genre chez soi, tout seul, dans son appartement, dans le sous-sol de ses parents, peu importe qui on est, si on a une idée, on est capable d'aller la porter à l'intérieur de ces instances-là, puis ça se peut que ces résolutions-là soient adoptées, puis qu'à l'échelle du Québec, elles aient une portée. Moi, je trouvais ça extraordinaire, puis moi, ça me motivait, puis ça me donnait confiance à aller de l'avant, puis à faire sortir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est comme un moteur de changement, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est pour ça que je trouve extrêmement pertinent pour des jeunes de s'impliquer en politique, de s'engager. Puis je sais qu'aujourd'hui, l'engagement politique, il prend différentes formes. On est dans un environnement de plus en plus numérique. On a des jeunes qui s'engagent sur ces plateformes-là, puis qui amènent leur engagement dans la rue, dans les instances, à l'intérieur de différents forums. Mais peu importe le type d'engagement, moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça crée des étincelles. Ça permet à certains jeunes de se former, parfois de changer d'idée. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui soit venaient d'autres formations politiques puis sont venus chez nous après, et l'inverse aussi, mais qui, à travers ces implications-là, prenaient le temps de se questionner, de questionner leur monde, de se faire une opinion sur différents sujets, de rencontrer d'autres jeunes qui avaient des opinions, en fait, qui venaient d'univers complètement distincts des leurs. Moi, je me rappelle, dans les congrès jeunes, on rencontrait des jeunes qui venaient d'une réalité agricole. Moi, je viens d'un milieu urbain. Je veux dire, moi, j'étais de Bourassa-Sauvé. Donc, c'était pas du tout mon monde, mais il y avait différents ponts qu'on pouvait faire. Puis, moi, j'adorais cet élément-là. Puis, j'encourage encore la nouvelle génération à faire ce même travail-là, puis à s'engager, puis être capable de s'épanouir comme ça aussi. Super. Puis, si on peut parler, là, on a parlé un petit peu du parcours, puis là, maintenant, on arrive en politique. Oui. Il y a la campagne, là, l'élection, là, le résultat, et là, grande gagnante. Ouf! Oui, 2022 était une grosse année. En 2022, j'ai donné naissance, j'ai préparé une campagne à l'investiture, je suis devenue médiatrice accréditée, ce que j'ai fait pendant mon congé de maternité. Puis ensuite, c'est ça, la campagne d'investiture, la véritable élection générale, l'assermentation, l'entrée à l'Assemblée, puis le discours inaugural. Donc tout ça dans les mêmes 12 mois. Ouf. C'était c'est une grosse année. Ben oui, extraordinaire. Ben oui, c'était beau aussi. C'est beau à voir. Alors maintenant, je vais rentrer dans un sujet qui est peut-être plus controversé. Si on parle de la femme noire en politique. Oui. Premièrement, on parlait un petit peu avant d'entrer en onde. Vous êtes beaucoup? En ce moment, donc, nous sommes 2 femmes noires à l'Assemblée nationale. Donc, Shirley Dorismont, qui est la députée de Marie-Victorin, et moi-même. Donc, de 2 partis distincts. Exactement. Est-ce que vous plaisez à vous parler? Mais ça, c'est... Oui! Puis je pense que c'est important de le mentionner. Salutations à Shirley aussi. C'est très collégial. Puis je pense que c'est important qu'on puisse s'entraider. D'une part, à l'Assemblée, de façon générale, l'atmosphère, elle est très professionnelle. Nous sommes tous des collègues. Nous sommes tous des élus. Nous avons tous des responsabilités qui sont similaires à l'intérieur de nos circonscriptions respectives. Puis c'est hyper important de réaliser que notre premier rôle, c'est celui de servir nos concitoyens, de représenter
représenter leurs intérêts à l'Assemblée nationale, d'être l'intermédiaire des citoyens de nos circonscriptions respectives, donc leurs intermédiaires entre eux et l'administration publique. Donc ça, c'est un rôle que l'on partage tous et toutes, et c'est important qu'on puisse s'entraider là-dedans. Parfois, on peut avoir des dossiers de circonscription qui sont conjoints, on peut avoir des réalités locales qui s'entremêlent, qui sont similaires. Donc, c'est important d'avoir ces relations-là pour le bénéfice des citoyens, puis ça, c'est la priorité. Donc, ça, d'emblée, c'est le cas. Maintenant, évidemment, quand on a des réalités démographiques qui se ressemblent, que l'on soit d'une part jeune ou qu'on soit d'autre part femme ou de façon intersectionnelle femme noire, c'est certain là, qu'on va avoir aussi une certaine affinité, puis qu'on va d'autant plus travailler ensemble. Donc, oui, dans tous les cas, c'est très collégial à l'Assemblée, puis c'est important que les gens le sachent qu'à l'extérieur de la période de questions, qu'à l'extérieur de ce cadre-là, où on a un travail à faire, qui est celui, pour nous, à l'opposition, de contrôler l'action gouvernementale et de montrer les différents impairs quand c'est le cas, parce que ça arrive et c'est notre travail de le faire. Donc, à l'extérieur de ce cadre-là, on est appelé à travailler ensemble et on a des très belles relations. Ça, c'est super. Puis, est-ce qu'il y a des enjeux par rapport à la femme noire, Oui. donc, et la politique? Est-ce que c'est facile? Comment est-ce que ça se passe? Bien, c'est sûr que ça se passe différemment. Je dirais que chaque personne apporte sa réalité, son vécu à l'Assemblée nationale. C'est aussi la raison pour laquelle c'est très important que l'Assemblée soit représentative de la population, qu'on n'ait pas qu'un certain groupe démographique, en l'occurrence, donc des hommes, donc blancs issus d'une autre génération, là, que ce soit pas que ce groupe-là qui soit représenté à l'Assemblée nationale, parce que le Québec est pluriel, parce qu'il y a différentes réalités qui existent au sein de la population, et que c'est important pour les gens d'être représentés, non seulement parce qu'il faut qu'ils puissent se voir, avoir des modèles, sentir que ça va être possible aussi pour eux d'accéder à ces fonctions, que c'est possible aussi pour eux d'occuper des postes décisionnels, des postes d'influence, à l'intérieur de n'importe quel siège de gouvernance, qu'il soit un poste électif ou qu'il soit un poste sur un conseil d'administration à l'intérieur de la société civile. Donc, c'est important de sentir ça. C'est important aussi de dire que quand, non seulement donc d'avoir une représentation objective, donc pour offrir ces modèles-là, mais également d'avoir une représentation subjective pour que les dossiers que l'on porte avec notre vécu puissent être au diapason avec ceux de la population. Donc, quand on parle de la réalité de femmes noires à l'Assemblée nationale ou de femmes noires en politique de façon générale, mais c'est ce qu'on apporte d'abord et avant tout quand on est à l'intérieur de ces enceintes législatives-là. On apporte notre vécu complet et nos réalités, donc de femmes noires, et ça enrichit le débat, ça enrichit, ça nous permet de passer à travers différents angles morts que parfois dans un groupe plus homogène on pourrait avoir, et ça nous permet définitivement donc de défendre aussi ces enjeux-là selon le cadre idéologique de nos partis politiques respectifs, certes, mais ça nous permet de défendre aussi ces enjeux-là en disant ben peut-être que vous avez oublié X, Y angle dans la décision qui est en train d'être mise en œuvre, d'être mise en place, parce que moi, dans mon vécu, même s'il n'y a pas que des femmes noires à l'intérieur de ma circonscription, je représente, oui, les citoyens qui m'ont élu, mais j'ai aussi un devoir de représentation pour celles et ceux qui me ressemblent et qui voient en moi non pas juste un modèle, mais qui voient en moi une porte-voix pour ce qui pourrait être écarté de l'appareil décisionnel. Donc, c'est à ça que ça sert la représentativité en politique. C'est pour ça que c'est fondamental, la représentativité en politique, et définitivement, le fait d'être une femme noire en fait partie. Superbe. Puis en plus, donc ça amène une autre conscience, ça amène une nuance. Voilà. Puis, tu sais, quand on parle d'avoir une assemblée qui soit représentative, mais comme je disais, il y a d'abord un rôle démocratique à ça, donc donc de s'assurer que qu'en démocratie, nos élus, qu'on est dans une démocratie représentative, que nos élus donc soient un peu un miroir de la société. Donc il y a cet élément-là. Mais quand je parlais de positions concrètes, par exemple, comme jeune femme, comme jeune maman, comme je disais, le cercle des jeunes parlementaires
parlementaire, duquel je fais partie, mais qui existait déjà lors de la 42e législature, donc la législature précédente, a mis sur pied le projet de halte garderie pour permettre aux jeunes élus ou qui sont parents, aux élus qui sont parents, mais de façon générale, ils sont jeunes par défaut, donc ça vient un petit peu ensemble, ça devient un peu un pléonasme, pour permettre à ces élus-là donc de pouvoir siéger, de respecter donc leurs devoirs, de s'assurer de ne pas être recevoir de blâme de la part de la commissaire à l'éthique pour une absence en lien avec leur rôle de parent. Donc, ces réalités-là de la parentalité à l'Assemblée nationale, c'était des réalités qui étaient complètement absentes du débat au sein de nos instances avant parce qu'on n'avait pas d'élus, on n'avait pas de masse critique d'élus qui étaient assez jeunes ou qui vivaient ces réalités en assez grand nombre pour qu'elles soient portées puis qu'on puisse avoir une action concrète. Donc, quand on parle de cette diversité-là en politique, d'à quel point elle est importante, mais ça, c'est un exemple concret de ce que ça donne, même pour les élus eux-mêmes. Je trouve ça intéressant. Puis, on a parlé beaucoup de volets très sérieux. Maintenant, on parlait de ça hors d'onde. Donc, en fait, tu es une très belle jeune femme. Merci! Bienvenue. Et on parlait justement de l'aspect jeunesse, quand on est jeune, puis être crédible en tant que... avant de rentrer dans la politique, mais tu sais, il y avait tout un cheminement pour se rendre là. Est-ce que t'as un épisode cocasse par rapport à justement, tu sais, ta jeunesse et... essayer d'être crédible un petit peu, là. Ouh là là, un épisode, une anecdote cocasse. Il n'y en a pas une qui me vient en tête précisément, puis souvent ça me vient en parlant aussi, mais je dirais... tu sais, c'est certain, mais tu l'as dit, donc non seulement, donc je suis une jeune femme, j'ai 32 ans et de façon générale, donc j'ai quand même l'air jeune, je mesure 5 pieds 2, donc je suis petite dans tous les sens du terme. Donc c'est certain que quand j'arrive à me fondre dans la masse. Donc, disons ça comme ça. Donc, ça peut arriver, donc, à l'occasion, évidemment, donc, qu'on ne s'imagine pas que c'est moi la députée. Donc, si on n'a pas vu ma photo au préalable, donc, quand j'arrive dans un événement, ce sera pas, donc, ça risque de prendre les gens par surprise. Mais je dirais, en campagne électorale, par exemple, c'est sûr que là, ça pouvait être assez intéressant parce que moi, je me promenais, donc, en plus, on était l'été, là, je me présentais comme candidate. Les gens disaient, candidate, toi, t'es quoi, t'as 22 ans, t'as 24 ans, est-ce que tu vas être capable de remplir ce rôle-là? C'est sûr que ça me fait causer un petit peu de surprise, mais je dirais, de mon côté, moi, je voyais souvent ça comme un défi, puis j'aime bien les défis. Puis à chaque fois que je me présentais, puis je disais, moi, j'ai envie de devenir votre député. Évidemment, donc, je disais, écoutez-moi, puis je vais vous dire, d'une part, mon parcours, puis d'autre part, pourquoi. Puis bien souvent, en fait, je pourrais dire 100% du temps, là, dans ce cadre précis-là, donc lors de la campagne électorale estivale 2022, je pense qu'à chaque fois que je me suis présentée, à chaque fois que j'ai présenté mon parcours, puis mes priorités, puis mon attachement à la circonscription, les gens me disaient « OK, oui, t'es crédible. OK, oui, t'es jeune, mais t'as du bagage. Oui, t'es jeune, mais tu cumules près de 14 ans d'expérience en politique provinciale. T'es jeune, oui, mais t'es avocate, t'as une maîtrise en administration des affaires, t'as une maîtrise en politique publique que t'as faite à l'étranger, t'as travaillé à la Banque mondiale, t'as travaillé en cabinet d'avocat, t'as travaillé pour un ministre. OK, oui, je pense que t'es prête. » OK, mais même moi, là, je pense que j'ai... Je viens d'être bombardée, là. Incroyable! Donc, oui, petite, mais pleine de bagages. Voilà. Puis je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai toujours assis ma crédibilité. Puis évidemment, on parlait du rôle de la femme noire en politique, puis de ce positionnement-là. Oui, il y a le fait d'être jeune. Donc, c'est certain que ça apporte une dimension supplémentaire où on est un peu confronté à ce doute, à ce point d'interrogation dans le visage de l'autre qui va se dire, OK, est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un de crédible? Mais quand je prends la parole, quand je m'exprime, puis quand je présente justement ce bagage-là, moi, c'est mon arme un peu, c'est mon outil. C'est ce qui me permet de me crédibiliser. Puis, je dirais que je peux dire que je suis chanceuse parce que non, c'est pas de la chance, mais je suis
je suis contente du résultat, disons, que dans les circonstances, de façon générale, ce bagage-là, autant mon bagage économique, oui, mon bagage académique, que mon bagage professionnel, que mon bagage politique, mes connaissances, ma connaissance quand même assez, mon expérience aussi à l'intérieur des instances du Parti libéral du Québec, comme ancienne, vice-présidente puis présidente des Jeunes libéraux, comme secrétaire au niveau de l'exécutif du parti également, m'ont permis de me démarquer dans ce cadre-là, puis me permettre d'asseoir ma crédibilité, peu importe où je vais. Puis, c'est sûr qu'à chaque fois, c'est un travail qui est à recommencer parce que d'emblée, quand on a l'image qu'on a du leader en politique occidentale, et habituellement celle d'un homme plus âgé. Et donc, moi, j'arrive dans ma posture. C'est certain que ça vient un petit peu briser ces conventions-là. Mais non seulement je trouve ça intéressant, puis les gens qui, évidemment, m'ont accordé leur confiance trouvent ça intéressant, mais d'autant plus quand ils voient tout ce que j'ai fait, puis le travail qui est derrière ça, puis chaque graine qui a été semée, tout ce qui a été planté à travers les années, les gens se disent, elle n'arrive pas là comme un cheveu sur la soupe. Elle n'arrive pas là avec un amateurisme. C'est une professionnelle. Elle sait ce qu'elle fait, puis on peut lui faire confiance. Exact, parce que là, on voit que tu ne sors pas de n'importe où, là. Tu ne sors pas... C'est ça, parce que lorsque... Je dois t'avouer que moi, du public, oui. Tu sais, je connaissais pas du tout. Donc, quand j'ai vu ton nom apparaître, j'ai vu que tu avais gagné les élections. J'étais comme, waouh, déjà, moi, je suis en quête de modèle. Fait que j'étais comme, ah, waouh, super. Mais maintenant, je te connaissais pas. Je connaissais pas tout ce background-là. Puis là, je pense que c'est assis sur cette chaise-là que j'apprends à connaître la personne. Et là, j'entends le parcours. Puis là, je suis comme, OK, elle n'est pas juste arrivée comme ça. En fait, ça vient de quelque part. Puis il y a tout un parcours derrière ce mandat-là, en fait. Oui, ben, tout à fait. Puis c'est ce qui m'a poussé à me lancer aussi. Est-ce qu'on parlait de pourquoi la politique? J'ai beaucoup parlé du bagage derrière, ce qui m'a toujours motivée à travers les années. Ouais. Mais c'est ce qui m'a poussé à me lancer cette année, dans cette circonscription-là. Bon, il y avait le lien, évidemment, le lien, oui, la communauté haïtienne qui est fortement présente dans la circonscription. Ma famille qui est arrivée là il y a 42 ans, donc mon lien de famille avec la circonscription de Bourassa-Sauvé, avec Montréal-Nord. Mais il y a toute mon implication politique, oui, locale, avec les rôles que j'ai joués quand j'étais plus jeune, quand Mme Beauchamp était la députée, mais également, donc, ceux que j'ai joués au niveau des instances du Parti libéral du Québec, les différents rôles que j'ai joués au niveau de la politique fédérale et même, en fait, les études que j'ai poussées par la suite parce que il y a cette passion que j'ai développée quand j'étais plus jeune, puis je me disais, j'ai envie d'approfondir mes connaissances puis d'apporter une certaine pertinence au Québec en revenant, parce que quand je suis partie aux États-Unis pendant 3 ans, c'était toujours pour revenir. Donc, il y avait cette pertinence-là que je voulais apporter au débat public. Donc, oui, il y a tout un bagage derrière, énormément de travail, et c'est pas anecdotique, je pense, que je sois élue dans cette circonscription-là maintenant. Super, c'est vraiment très riche. J'aurais une question qui va être une question qui va demander une certaine réflexion. En tant que députée d'un territoire qui est quand même assez la proie de beaucoup de, je pourrais dire, de controverses. On a beaucoup de défis. Ouais. Effectivement. Quels seraient 1, 2 ou 3 enjeux auxquels tu voudrais t'attaquer? La sécurité publique, la santé, la jeunesse. De façon générale, ce sont vraiment donc les 3 enjeux prioritaires chez nous. J'ai dit sécurité publique. On l'a vu l'été dernier, en fait, pendant toute l'année 2022, tout Montréal, pas juste Montréal-Nord, mais tout Montréal était aux prises avec différents enjeux de violence par arme à feu. On en a fait les frais un peu. Je pense que ceux qui se sont déroulés à Montréal-Nord ont été surmédiatisés par rapport à ceux qui se sont déroulés sur l'ensemble du territoire montréalais ou même du Québec. Mais c'est certainement un enjeu qui préoccupe la population de façon générale. Donc, pendant la campagne électorale et même depuis mon arrivée, j'ai beaucoup de rencontres avec différents acteurs pour œuvrer en matière de prévention, parce que je pense que ça passe énormément par la prévention, puis je reviendrai sur le volet jeunesse en 3e lieu.
non seulement d'avoir ces conversations-là, mais de voir comment est-ce qu'on peut se concerter, comment est-ce que les différents acteurs qui sont sur le terrain peuvent œuvrer en prévention, comment moi, comme élu, je peux m'assurer que nos organismes communautaires reçoivent le financement adéquat. Pas juste celui qui soit discrétionnaire, parce que moi, j'ai un budget discrétionnaire qui me permet de pouvoir soutenir les organismes locaux et c'est ce que je fais donc depuis que je suis arrivée, mais également nous assurer que l'on puisse recevoir différents, que je sois un acteur, une courroie de transmission avec les acteurs gouvernementaux, quand bien même je sois une députée de l'opposition, pour être capable de faire atterrir ce qui nous revient de droit de chez nous à Montréal-Nord en termes de financement. Nous, dans la dernière campagne électorale, dans notre plateforme, ce que nous disions, c'est que pour chaque dollar investi en répression, notamment dans l'opération Centaure qui avait été mise de l'avant par le gouvernement provincial, le gouvernement caquiste lors de la dernière législature, nous voulions investir l'équivalent en prévention parce qu'on trouvait que le volet prévention était sous-financé par le gouvernement et en fait, on ne peut pas faire l'économie d'investissement en matière de prévention quand on parle d'enjeux de sécurité publique parce que c'est d'abord et avant tout quelque chose qui se règle de longue haleine, parce qu'on sait que les enjeux de sécurité, les enjeux de violence par arme à feu, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a tout ce qu'on ne voit pas en dessous de l'océan qui bouillonne, puis que c'est important d'agir sur ce qu'on voit pas. C'est important d'agir dès le départ. Donc moi, je dirais donc c'est l'enjeu numéro 1. Le deuxième, c'est vraiment l'enjeu de santé. Chez nous, on est mal desservi en matière de services de santé. Mais déjà, il y a des choses qui bougent en ce moment, puis je trouve ça extrêmement excitant. D'abord, donc il y a le projet de volet là, du CLSC, d'antenne du CLSC qui va s'établir dans le nord-est de Montréal-Nord. Puis dans le nord-est de Montréal-Nord, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est dans toute la circonscription, on le sait, avant P9, c'est l'est, après P9, c'est l'ouest de Montréal-Nord. On s'en va jusqu'à Saint-Michel, pour ceux qui connaissent pas bien les délimitations de l'arrondissement là, de Montréal-Nord, même de la circonscription de Bourassa-Sauvé. Et le nord-est de Montréal-Nord, donc Léger, Albert-Hudon, Lacordaire, Léger, Henri-Bourassa, là, à peu près. Là. Donc, dans le nord-est de Montréal-Nord, c'est le quadrilatère, en fait, l'un des endroits là, sur l'île de Montréal où la densité de population est la plus élevée. C'est 4 fois la densité moyenne de population de toute l'île de Montréal et nos besoins dans ce secteur-là sont absolument élevés. Donc, on a dit donc une énorme densité de population. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de blocs appartements. Ça veut dire donc une population qui est logée sur un très tout petit territoire, mais également des appartements qui, eux-mêmes, sont surpeuplés. Beaucoup de gens qui sont d'une immigration très récente, qui connaissent mal les institutions, qui ont de la difficulté à s'y rendre, et on a besoin d'avoir des services qui soient adaptés à cette clientèle-là, parce que bien souvent, donc, le CLSC qu'on a chez nous, qui est à côté de mon bureau de circonscription sur Henri-Bourassa et Lacordaire, il est très bien. Il est très... nous, on a la chance, on a un beau CIUS du nord de l'île qui comprend très bien les besoins de Montréal-Nord. Je veux pas dire qu'on est leur coin chouchou, ils desservent une grande partie du nord de l'île de Montréal, mais ils nous comprennent très bien. Donc, on a des services qui sont adaptés là, mais ça reste que le CLSC, c'est une institution qui est rigide. Donc, avoir un point de service dans le nord-est, ça nous permet de jouer avec les services à la population, d'être capable d'offrir quelque chose qui soit plus adapté, d'être capable d'offrir des services aussi donc dans la langue des gens, donc de voir un peu le projet pilote qu'on va faire, puis voir est-ce que ça pourrait même faire des petits ailleurs, parce qu'il y a d'autres secteurs aussi qui ont des besoins. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'en vient avec d'autres projets sur lesquels donc on travaille en matière de services de santé, parce que on le sait, tout le monde a besoin d'un médecin de famille, on a besoin de services de santé en première ligne au Québec, un peu partout, mais évidemment chez les populations vulnérables, notamment les populations racisées, notamment les populations en situation de vulnérabilité pécuniaire, ces besoins-là sont d'autant plus importants. Donc, c'est définitivement une priorité chez nous. J'aurais pu nommer le logement, mais parce qu'on était là-dessus, et on est dans une crise du logement partout au Québec, et chez nous, le taux d'inoccupation du logement est de 0,9 %. Donc, il n'y a absolument pas de logement non plus, mais je vais quand même y aller sur la jeunesse.
aussi parce que je suis porte-parole de l'opposition officielle, bon, en matière d'emploi, travail, langue française, mais aussi jeunesse, mais également parce que chez nous, à Montréal-Nord, c'est une personne sur 4 qui est âgée de moins de 25 ans. Donc, c'est de moins de 20 ans plutôt. Donc, 25% de la population est âgée de moins de 20 ans. C'est énorme. On a beaucoup, beaucoup de jeunes. On a aussi beaucoup, beaucoup de personnes âgées. On a les deux pôles. Là. Chez nous, c'est particulier, mais on a beaucoup de jeunes par rapport au reste de l'île de Montréal et évidemment beaucoup de jeunes en situation de vulnérabilité. Là. Quand on regarde l'indice de défavorisation là, qui est utilisé par le milieu de l'éducation, si j'ai à peu près 22 écoles sur mon territoire, j'ai 22 écoles sur mon territoire dans le secteur francophone et 21 écoles sur 22 ont un indice de défavorisation de 10 sur 10. Là. Donc, c'est énorme. Donc, il faut qu'on puisse avoir des services pour nos jeunes. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un lien avec l'aspect prévention que je mentionnais tout à l'heure. C'est primordial qu'on puisse offrir des activités parascolaires, des activités à l'extérieur du milieu pour nos jeunes, qu'elles soient sportives, qu'elles soient du secteur culturel. Et ça, je dois le donner, on a des organismes qui sont extraordinaires sur le territoire. On en a une centaine et tous à leur manière, moi, ma politique, c'est d'agir en complémentarité et tous à leur manière, ils arrivent à répondre à des besoins qui existent au sein de notre population étudiante, au sein de notre population juvénile, pour être capable de les outiller durant les heures charnières. On sait, les heures charnières pour un adolescent, là, c'est littéralement entre 15 heures, la fin des classes, et 17 heures, 18 heures, donc le retour des parents à la maison, surtout quand ils arrivent de loin, parce qu'on est aussi mal desservis en transport en commun. Donc, si on est des parents qui travaillent loin du territoire, qui n'ont pas accès à une voiture, c'est très difficile de pouvoir se rendre. Donc, ça donne un délai supplémentaire, en fait, où le jeune, parfois, donc, peut être livré à lui-même. Donc, avoir cet encadrement-là pendant ces heures charnières-là, c'est ce qui est prévu par bon nombre des activités là, qui sont offertes sur le territoire par nos organismes. Et ce travail-là, il s'effectue. Donc, j'arrive à un moment qui est excitant, je trouve, pour Montréal-Nord, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer en ce moment, puis on arrive à travailler en équipe de façon extraordinaire entre les 3 paliers de gouvernement, parce que c'est important qu'on puisse le faire pour le bénéfice de la population, le municipal, le provincial, le fédéral. On travaille ensemble avec l'institutionnel, puis le communautaire. Puis je parlais plutôt de mobilité sociale, d'équité des chances. Moi, c'est aussi le message que je renvoie depuis que je suis arrivée. C'est ce que je dis à tous mes organismes, c'est ce que je dis à tous mes acteurs locaux, mon centre de service scolaire, mon CIUS, etc. On a besoin de travailler tous ensemble dans la même direction, qui est celui de l'épanouissement personnel, professionnel, social de nos jeunes. Donc, l'objectif, quand on parle d'équité des chances, c'est que chaque jeune, quand il arrive sur le territoire, qu'il soit issu de Limoilou puis qui arrive à Montréal-Nord, qui soit issu du Burkina Faso puis qui arrive à Montréal-Nord, peu importe son pays d'origine, sa situation socio-démographique, qui puisse avoir les mêmes chances que n'importe quel jeune au Québec, qui puisse arriver à s'épanouir comme n'importe quel jeune au Québec. Oui, peut-être à travers le sport, comme nos jeunes de la NBA, qui sont des modèles extraordinaires, ou à travers le soccer. On a Ali Gerba, qui était joueur professionnel de soccer, qui vient de Montréal-Nord, qu'à travers la politique, qu'à travers la médecine, mais qu'on soit capable de tout générer à l'intérieur d'un territoire parce qu'on a des jeunes avec un potentiel extraordinaire. Ça va être le mot de la fin. Et voilà! Et ça m'a fait plaisir. Merci.